3-4. Alors, du coup, aujourd'hui, contrairement à ce qui avait été annoncé, je ne vais pas parler de ATTD, mais de ATDD, qui est de l'Acceptance Test Driven Development. Ça, c'était pour les deux messieurs là-bas. Avant de démarrer l'ATDD, je commençais par me présenter et aussi présenter mon équipe, parce qu'il est arrivé plusieurs fois où les gens me demandaient « mais monitoring, c'est qui ?» Donc voilà, je vais me présenter moi d'abord. Donc je suis Julien Demontis, développeur et Scrum Master à Monitoring. Au sein d'Oudrive, je peux participer à plusieurs petites choses. Le Welcome to Jungle aussi, le R&D numéro 8 avec Redis. Et dernièrement, j'ai fait un coding dojo sur Docker où il y a 18 personnes qui l'ont suivi. Je suis très fier de ça. Et donc maintenant, comme j'expliquais juste avant, je vais parler d'équipe monitoring. Alors, Monitoring Team, qu'est-ce que c'est? Monitoring Team, c'est dirigé par Monsieur Quatchet, qui est le manager et aussi qui pourrait répondre à toutes les questions que vous vous posez sur Monitoring Admin ou Monitoring Revendeur. Donc n'hésitez pas à lui en parler. Même s'il me fait le nom de la main derrière, allez-y quand même. Si on devait résumer Monsieur Quatchet en une image pour monitoring, ce serait un petit peu ça. Voilà, un petit peu le duo à monitoring. Après Monsieur Quatchet, un autre membre de l'équipe, nous avons Louis Lin. Alors Louis Lin, c'est notre architecte. Pour les gens qui ne le connaissent pas, c'est quelqu'un qui code aussi vite que la lumière. Voilà, vous fermez les yeux, c'est déjà en prod. Si on devait le résumer en une image, ce serait un petit chaton mignon sur son ordinateur tout le temps, même en train de manger. Une autre personne, Safa Jamali, développeur aussi à monitoring, qui est là depuis 6 mois. Et si on devait la résumer avec une petite image, ce serait le petit chaton princesse avec le diadème, tout ça, toute mignonne. S'il y a un autre membre, on a Louis Roland, qui est aussi développeur en monitoring, qui arrive à peu près en même temps que Safa. Et si on devait le résumer, lui, par une image, vous avez bien compris, toujours des petits chats. C'est le petit chaton trop mignon qui apprend plein de choses. Bon, et comme tout le monde avait des images de chats, j'ai aussi voulu en mettre une de moi, et voilà. C'est comme ça que je me vois, ressemblant. Hein. Bon, maintenant qu'on a fini tout ça, on va parler vraiment de la TDD. Donc, encore une fois, une des premières présentations, c'était POC. La mienne, ce sera Acceptance Test Driven Development. Je vais le répéter à toutes les sauces, tous les endroits. Donc, soyez contents. Mais avant de parler de ça, on va parler du TDD. J'essaie de faire aussi court que possible sur l'historique du TDD. Je suis désolé pour vous. Et donc, qu'est-ce que c'est? Auparavant, le développement, ça se faisait en cascade. On avait les specs, on analysait les specs, on faisait le développement, on testait, on passait en recette et on délivrait au client. Mais du coup, il y avait quelques petits problèmes. C'est que du coup, on avait les goulots d'étranglement des tests qui se retrouvaient à la fin. Et du coup, ce qui arrivait souvent, c'est qu'on était obligé de reprendre le dev, reprendre les tests, reprendre les devs, reprendre les tests. Bref, vous avez compris. Du coup, on arrivait à des espèces de livraison ou d'utilisation au niveau des tests, c'était des petites choses comme ça. Et du coup, ce qu'on livrait ou ce que les gens utilisaient, c'était pas ce qui était attendu. Et du coup, là est né le TDD pour dire, mais au lieu d'avoir un bottleneck à la fin, essayons d'avoir les tests en même temps que le code. Donc de là est né le TDD ou Test Driven Development. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le code est dirigé par les tests. Qu'est-ce que c'est? Avant de coder les fonctionnalités, désolé pour ceux qui ont du mal à voir, on fait les tests unitaires, ça ne marche pas, on fait un bout de code pour faire passer les tests, et ensuite on industrialise un petit peu le tout, pour avoir un code propre. Le problème de ça, c'est que c'est centré sur le développeur, et on parle de tests unitaires, on ne parle pas d'autre chose. Du coup, quand c'est arrivé, quand les gens ont commencé à énoncer l'idée, écoutez, attends, c'est génial, les tests, on va les mettre en même temps que le code, on n'aura pas de problème. Bon, par contre, ce sera un petit peu plus long à développer, parce qu'on va faire énormément de tests. Mais après, ça va marcher, pas de problème. Donc c'est un petit peu plus long, mais ne vous inquiétez pas. Et les gens se sont rendus compte que non. Et du coup, c'était plus long, ça prenait plus de temps, mais au final, le client n'était pas toujours content. Parce que pourquoi? On était centré développeur et pas centré client. Du coup, le client avait toujours, un petit peu comme Robert Regnault, pas content, il était grognon. Donc du coup, ça a amené deux sortes de nouvelles méthodes. Donc on va avoir l'ATDD et le BDD. On va d'abord parler du BDD avant de l'ATDD. Mais alors, soyez indulgents, parce que j'ai voulu résumer le BDD en une slide, où je suis peut-être pas forcément, j'y suis allé à la hache, hein, je préviens tout de suite, donc c'est pas forcément juste à 100%, mais bon, j'espère que ça vous ira. Donc le BDD, qu'est-ce que c'est? C'est vraiment l'enfant du TDD, parce que donc on va toujours avoir le drive, les tests qui vont diriger, mais pour le BDD, on va plus parler de scénario. Grosso modo, comment ça va s'impliquer? On va avoir le cœur du TDD avec autour le comportement. On va toujours avoir le système de je fais mes tests d'abord, ça ne marche pas, je fais les tests pour qu'ils passent, j'industrialise, mais en plus de ça, on va avoir tout ce qui est comportement. Et comportement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut être capable de donner une portion significative de documentation, et ça c'est hyper important,
Et ça, c'est génial. Dans le cas où on a des équipes relativement grosses qui peuvent créer, mais surtout maintenir la documentation. Parce que la documentation, à écrire, tout le monde est content. Par contre, à maintenir, c'est un peu plus embêtant pour trouver les gens pour le faire. Le BDD, les scénarios de test, en fait, ils sont rédigés avec le client, ou avec le PM, le PO, ce que vous voulez. La personne qui rédige le fonctionnel. Et du coup, pour que tous les gens arrivent à se comprendre, on parle d'un même langage. Donc, du coup, on va écrire en langage courant. Et il y a des gens, ils ont décidé de mettre un pattern. Donc, c'est le pattern GWT, rien à voir avec le Google Web Machin, qu'on côtoie à monitoring, mais le given when then. Qu'est-ce que c'est? Ça va être, étant donné ça, et je suis un utilisateur, quand je fais ça, alors je dois arriver à ça. C'est grosso modo le test qui est utilisé. Mais à ça, moi, il y a une petite chose qui m'embête, une petite chose que j'aime moins. Qu'est-ce que c'est? C'est que déjà, c'est juste c'est centré sur le customer. Moi, j'étais pas content, j'étais un petit peu comme ça, là. Au-delà de ça, il faut créer, maintenir une portion de documentation fonctionnelle qui est très importante. Sur des équipes gigantesques, ça se fait très bien et c'est hyper important. Du coup, il y a des nouveaux arrivants, des choses comme ça. Ça permet de gérer l'arrivée beaucoup plus facilement. Mais ça prend énormément de temps. Alors du coup, à monitoring, on a réfléchi, on s'est dit, mais du coup, il n'y aurait pas un petit truc intermédiaire. Et là, on a trouvé la TDD, avec l'équipe de petits chatons là-bas. C'est nous. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Donc la TDD, comme je l'ai dit, c'est de l'acceptance test driven development. Je l'ai dit, je le répéterai, je le répéterai. Qu'est-ce que c'est? C'est des gens qui vont se réunir avec des perspectives différentes, qu'ils soient QA, développeurs, testeurs, architectes, PM, PO, clients, bref, des gens de n'importe quelle perspective, qui vont écrire des tests d'acceptance en avance. Et pour cela, ils doivent recueillir les besoins du client, donc les requirements. Donc ils doivent prendre en fait son point de vue comme des requirements. Derrière, ça va s'assurer de quoi? Ça veut dire que le requirement de l'utilisateur va être validé par les tests qu'ils vont devoir écrire, que les gens vont devoir écrire. Et ça, c'est hyper important, parce qu'on va s'assurer quoi? Que tout le monde se comprenne, que tout le monde parle le même langage, parce que quelque chose que le client utilise, c'est peut-être pas forcément ce que moi j'ai compris, ou que la QA a compris. Tout le monde va être aligné dessus. Et quand on est en ATDD, on reste sur je fais les tests en premier. Donc on va continuer. Qu'est-ce que j'entendais par team member avec différentes perspectives? C'était l'occasion d'en mettre des images de chat. Donc un testeur, voilà, celui qui teste. Qui teste souvent que ça ne marche pas. Merci à vous. On va avoir un développeur, personne qui code sur son machine et qui est hyper contente. On va avoir quelqu'un du PM ou un PO ou quelque chose comme ça, une personne qui grogne souvent et qui donne les specs. Comme ça qu'on les voit chez nous. Donc on avait dit quoi? On avait dit qu'on prenait le point de vue de l'utilisateur comme une sorte de requirement. Pourquoi faire? Comme je disais, tiens, un truc a grossi. C'est pas que c'est plus important, je sais pas pourquoi. C'est que, qu'est-ce qu'on va s'assurer en prenant ça? En prenant ça, on va s'assurer que ce que le client veut, on l'a compris. De deux, que tout le monde dans l'équipe l'a compris. Du QA à n'importe qui, au dev, à tout le monde, toute l'équipe va le comprendre. Et ça, c'est hyper important que tout le monde parle le même langage et que tout le monde se comprenne. Et du coup, ça nous permet de quoi? Si on a des questions à lever en plein milieu, on va pouvoir les poser directement et mieux comprendre le problème. Et aussi, l'avantage de ça, c'est que ce n'est pas nécessaire de fournir énormément de documentation. Quand on a des équipes petites, c'est très important. Donc là, j'ai résumé la TDD en une slide, le BDD en une slide. Là, du coup, la question que tout le monde se pose, c'est OK, là, maintenant, je prends lequel? Oh, tiens, c'est là. ATDD ou BDD, lequel choisir? Donc là, on va arriver à des... J'avais fait une quinzaine de slides à peu près pour vous expliquer lequel choix est le mieux. Donc attention, suivez bien, parce que c'est hyper important. Le point le plus important pour savoir qu'est-ce que je dois choisir, c'est qu'en fait, la question, on s'en fout. On n'est pas là, on s'en cogne, c'est absurde. La question, elle ne doit pas exister. Pourquoi? Parce que ATDD ou BDD, ce qu'il faut, c'est que ça va dépendre de l'équipe, du projet, du client, de n'importe qui. Parce qu'on n'impose pas une méthodologie comme ça aux gens. Il faut que les gens ils y croient et qu'ils aient envie de participer. S'ils n'aiment pas la TDD, qu'ils préfèrent faire le BDD, franchement, allez-y. On a aussi un autre avantage, c'est qu'on est en agile. On est tous en méthode agile, Kanban, Scrum, ce que vous voulez. C'est que les règles, au final, on s'en moque un peu, on peut un peu les adapter. Si on a quelque chose qu'on veut d'un endroit, on peut le récupérer. Si on a autre chose, bref, on s'adapte à nous-mêmes, on s'adapte à ce qu'on veut, parce qu'il n'y a qu'un point au final, c'est que les gens, le client, les devs, les architectes, n'importe qui, les managers aussi, c'est des êtres humains, en fait, il faut que tout le monde il soit content. Il faut que tout le monde soit heureux afin d'avoir donné son projet, que le client, ce qu'il avait demandé, ce soit aussi proche que possible qu'il pouvait. Si ça peut répondre à 100%, tout est parfait. Bon, ça, après, c'est un autre problème. Mais il faut vraiment que
il y a un bon état d'esprit, que tout le monde soit content à la fin. Et l'utilisation de la TDD ou du BDD pourrait permettre d'arriver à ce point. Voilà, donc aujourd'hui, comme on a dit la TDD, je vous expliquer ce qu'on a décidé de faire à monitoring. C'est pour ça qu'on ne va pas être cadré forcément dans la TDD, mais c'est un petit peu ce que nous on a fait. Et bah, du coup, je vais vous montrer ce qu'on fait. On a deux choses. À gauche, on a la TDD Meeting, qu'on a monté en premier il y a quelques temps maintenant, et la TDD standard qu'on a poussé à ce sprint-là. On verra au sprint rétro ce que les gens ils en ont pensé ou pas, s'ils sont d'accord ou pas, s'il faut changer ou pas. On va démarrer par la TDD Meeting. Qu'est-ce que c'est? La TDD Meeting, c'est quand on a une tâche et qu'on se dit attention, cette tâche-là, elle sent mauvais. On risque d'avoir des problèmes. N'importe qui dans l'équipe peut décider de faire un meeting à TDD. On a décidé de le timeboxer à 20 minutes, pas plus, parce qu'on verra après, il y a des différentes contraintes. La préparation de cet ATDD, on n'y va pas les mains dans les poches, c'est hyper important, c'est un des points les plus essentiels, et on va montrer à la fin qu'est-ce qu'on attend. Qu'est-ce que nous, on attend à la fin d'une réunion ATDD. Donc comme on disait, n'importe qui dans l'équipe peut demander à ce qu'une tâche, on fasse une réunion ATDD. Mais il ne faut pas oublier que toutes les tâches, on ne peut pas faire de la TDD dessus. Pour qu'une tâche soit éligible, il faut qu'elle soit... Là, je suis assez fier de mon truc. Il faut qu'elle soit indépendante, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que ça dépende de trop d'éléments ailleurs, parce qu'il faut qu'on puisse travailler de suite. Il ne faut pas que ce soit une tâche qu'on doit faire dans 3 mois, c'est une tâche qu'on doit faire dans le sprint courant ou dans celui d'après. Il faut vraiment que ce soit proche de la réalisation. Il faut que cette tâche, on puisse en discuter. Si c'est des specs, on ne discute pas. C'est comme ça, on le sort comme ça, on ne discute pas. La TDD, on peut adapter certaines petites choses ou autres, mais on doit pouvoir en discuter. Ce n'est pas quelque chose qui est écrit dans le marbre. Il faut que c'est de la valeur. Si c'est une tâche technique, par exemple, le client il n'a rien à faire là, on n'a pas besoin de faire de la TDD, c'est entre nous, c'est entre devs, on ne s'en occupe pas. Il faut que cette tâche, on puisse estimer. Si c'est quelque chose qu'on ne peut pas estimer, alors expliquer comment on va la faire, c'est un petit peu plus compliqué. Donc c'est aussi quelque chose de très important à voir. On va avoir une tâche relativement petite, parce que du coup, on ne va pas tester la Terre entière, on va tester une fonctionnalité, on va tester des choses. Il faut que la taille des tâches soit relativement petite. Là encore, il n'y a pas de terme, il n'y a pas de valeur à petite, plus une impression. Et on a à la fin le dernier, je ne suis pas sûr que les gens le voient à la fin, mais c'est testable, c'est-à-dire qu'il faut cette tâche, on puisse la tester. Si on développe quelque chose qu'on ne peut pas tester, il ne faut pas le développer. Il faut s'arrêter là tout de suite, s'il y a un autre problème, il ne faut pas le faire. Comme j'expliquais, pourquoi on limite la TDD à 20 minutes? Parce qu'aujourd'hui, à WooDrive, on a un petit peu ces problèmes-là. C'est que le chaton de testeur et le chaton de PM, par équipe, il y en a un ou moins de 1. On va avoir un petit peu plus de cœur. Par contre, les devs, on est plein. Ça, c'est chouette pour nous. Mais en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on met toutes les tâches en ATDD, qu'on prend à chaque fois 1 heure ou à la QA et au PM ou PO, ce que vous voulez, les gens, ils n'ont plus le temps de travailler. Donc on timebox à 20 minutes. Parce que ça, c'est un problème aujourd'hui que du coup, les PM ou les gens, ils ne sont pas disponibles à 100%. Et ça, c'est très embêtant. Je disais que comment on a décidé de fonctionner, c'est que comme la préparation, elle est essentielle, dans le cadre d'une API, donc appel REST, ce que vous voulez, il faut que la personne qui a préparé la TDD, il puisse venir avec les inputs et les outputs. Si c'est une création de compte, il faut qu'il arrive avec son objet DTO en entrée. Qu'est-ce qu'il veut en sortie? Être certain de négocier tous les champs avec les gens qui vont diriger le fonctionnel ou autre. C'est hyper important. Si c'est une web app, ça va être le chemin pour arriver à cette fonctionnalité. Qu'est-ce qui se passe quand j'appuie sur le bouton? Est-ce que je reste sur la même page? Est-ce que je vais dans une autre? Qu'est-ce que j'attends? Qu'est-ce que la personne est capable de faire après? Tout ça, on discute pour qu'à la fin, on ait un résultat. Donc, pareil, on garde les requirements de l'utilisateur en termes de points, de requirements, et on va écrire des tests là-dessus. Donc, qu'est-ce qu'on a dit qu'on faisait à monitoring? Si on est sur un projet d'API, un projet REST, on va faire la doc RAML, parce que du coup, nous, on est en RAML, et on va faire les tests RAML aussi. Au-delà de ça, comme on avait expliqué, il faut parler le même langage avec la QA et les PM, parce que du coup, la doc RAML, s'il la voit, pas forcément évident pour tout le monde, on fait des tâches Zephyr. Tâches Zephyr, c'est du français, c'est du langage courant, c'est l'anglais, bref, si vous voulez, tout le monde le comprend. Tâches Zephyr sont assignées au fonctionnel. Ça permet quoi? Ça permet d'assurer que le fonctionnel a bien vu ce que vous avez vu et qu'il a validé, une sorte de validation. Pour tout ce qui est projet web, on reste sur du Zephyr, pas besoin de doc RAML ou autre. C'est le développeur, à la fin du meeting ATDD, qui doit écrire tous ces éléments. Vous vous rappelez au début, j'avais dit qu'on avait 2 éléments, ATDD meeting ou ATDD standard. La ATDD standard aujourd'hui, qu'est-ce que c'est?
Ça va être sur chaque fiche Jira fonctionnelle, on va avoir un petit carré en dessous, acceptance, qui va contenir les requirements de l'utilisateur. Alors, comme je vois qu'il y a des gens qui ne voient pas, qu'est-ce que ça va être? Ça va être, pour une tâche qui existe, je vais enlever le numéro, pas très important, ça va être à la création, je suis ça, je veux ça, une espèce de GWT. À la création, si je suis ça, alors j'ai ça. Et derrière, ça va permettre de quoi? Ça va permettre au développeur, quand il prend la fiche, il écrit en premier les tâches Zephyr et il les donne au fonctionnel, qui après va voir avec la QA pour être certain que tout le monde parle le même langage. Et ça, on va s'assurer de quoi? On va s'assurer que tout le monde le comprenne, que tout le monde a validé, et ça va nous permettre d'éviter les fameux problèmes de dev en disant « Ah mince, mais si j'avais su ça, j'aurais pas fait ça comme ça ». Ça va éviter les nombreux retours en développement. On va gagner énormément de temps. Comme je disais, la TDD Meeting, on l'a lancée. Du coup, on va avoir un petit peu les feedbacks internes à la TDD Meeting. Monsieur Louislin a dit « ça marche du feu de Dieu ». Libre à lui de valider. Josimodon QA, je vous laisse lire du coup. Voilà, donc elle est très contente aussi. Mais au-delà de ça, j'ai aussi voulu demander à des gens extérieurs à l'équipe de suivre un atelier à TDD et de me donner leur avis et de ce qu'ils en pensaient. Et là, du coup, on arrive à la slide suivante, où les gens ont donné leur avis. Il y a d'autres personnes qui sont venues, mais je n'ai pas eu leur retour. J'étais très occupé. Et donc, la dernière slide, c'est merci à vous tous de nous avoir écoutés. Et voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Je vais aller vite là, non? Bonjour. Je suis désolé, j'ai peut-être pas très bien compris, mais en fait, j'arrive pas à percevoir la différence entre l'ATDD et le BDD. Est-ce que la différence, c'est juste au niveau de la fréquence, ou c'est dû au fait que l'ATDD est fait par la QA et pas par les devs par rapport au BDD? Alors le BDD, ça va être tout ce qui est comportemental, et du coup, on va pas parler de tests, on va parler de scénarios, et du coup, tu risques d'avoir un petit problème si tu as des applications un petit peu historiques, parce que du coup, sur l'historique, le base, c'est qu'on manque ou de code de qualité ou de doc de qualité, et du coup, ça va être très difficile d'expliquer un comportement sur une application un peu legacy, de 1. Ensuite, le BDD, il va se baser vraiment sur le TDD, c'est-à-dire qu'il va falloir changer la manière dont c'est développé, beaucoup plus en profondeur que la TDD, où la TDD, tu vas pouvoir te baser juste sur ton user story, et à la limite, ce qui se passe à côté, tu le verras un petit peu moins. C'est bon? Bonjour. Salut. En gros, du coup, ça n'a plus rien à voir avec des tests unitaires. Tout à fait. Là, du coup, on va passer. C'est pour ça que du coup, la TDD, je suis surnommé User Story à Test Driven Development. Et du coup, tu peux l'automatiser ou... Et là, pardon? Alors, tu ne vas pas l'automatiser avec Zephyr, du coup, tu vas avoir tes tests de recettes. Après, ça va être comment tu vas décider d'automatiser ou pas tes tests. C'est plus le rôle entre la QA et le PM de se mettre d'accord entre eux. Est-ce que c'est un test basique qui nécessite de l'automatisation ou est-ce que c'est quelque chose qui n'en a pas besoin? Ça, pour le coup, c'est plus après le travail côté QA. Pour décider s'il doit être automatisé ou pas, parce que du coup, un test auto, c'est du dev aussi et ça prend pas mal de temps. J'avais une question sur le workflow autour des ATDD meetings. Est-ce que vous êtes déjà retrouvé dans un cas où vous vous réorganisez un meeting autour d'une tâche, par exemple, parce que lors du cycle de développement, il y a eu des cas qui se sont présentés? Et est-ce que c'est considéré comme normal ou est-ce que c'est quelque chose qui peut être géré différemment? Alors, à l'origine, on a mis la TDD pour éviter ça, pour avoir au milieu du dev. Ah mais attends, quand j'ai fait ça, je suis arrivé à ça. Ça me semble normal, mais du coup, je ne suis pas très sûr. Et du coup, là, on avait l'espèce de boucle infinie qui arrive en termes de sprint et où c'est jamais livré au final. Et au final, quand on a posé la TDD, on a permis d'avoir du coup l'avis du fonctionnel, l'avis de la QA, et aujourd'hui, on n'a pas eu ce cas-là. Par contre, ce n'est pas exclure, parce que tu peux toujours avoir des surprises au milieu. Mais le but, ce n'est pas de les éliminer, c'est juste d'en avoir le moins possible. Et voilà. Le but, c'est pas de remplacer les tests unitaires ni les tests d'intégration? Non, là, c'est juste d'avoir des tests d'acceptance pour valider ton user story. En plus des tests unitaires et des tests d'intégration? Tout à fait. Ok, d'accord. Alors, si on enlève les tests unitaires, il y a Roger là-bas qui va me faire engueuler, moi.
Mais ça peut prendre la forme d'un test d'intégration. Ça peut prendre n'importe quelle forme, test d'intégration. Je suis pas sûr d'avoir bien compris sur les API. Ouais. Est-ce qu'il y a des tests Zephyr qui sont que fonctionnels? Ça, j'ai compris qu'il y avait du fonctionnel. Et les API, c'est un moyen d'arriver au fonctionnement. Ou est-ce qu'il y a même des tests QA sur les API chez vous? Alors les API, j'entends API REST. Ça, du coup, tu vas ouvrir ton Postman, tu vas faire tes appels ou autres que la QA teste. Et du coup, là-dessus, tu auras forcément des tests Zephyr, parce que tu vas toujours avoir des tests Zephyr. Mais on a rajouté en plus récemment tout ce qui est Ramel et test Ramel. Je ne sais pas si tu vois les Ramel, ce que c'est. Je pourrais te montrer après, j'ai d'autres exemples. J'ai pas d'infos là, mais je te montre après si tu veux. Ok. Qu'est-ce que Et sur le petit invest que tu as fait, oui. Il y avait notamment... Attends, je suis fier, je veux dire. Ouais, vas-y, remets-le. Pourtant, il n'y avait pas de chat. Hein. Merde, ça marche pas. C'est beau, hein? Il y avait notamment qu'il faut être independent. Et du coup, est-ce que pour toi, c'est limité au tout petit projet, ce qui est peut-être votre cas, ou est-ce que vous avez fait un travail de découpage de projet pour pouvoir avoir un maximum de tâches en ATDD? Alors quand on parle indépendant de l'user story. Tu peux être multi-projet, mais ce qu'il faut, c'est que ta tâche, quand tu la suis, elle ne doit pas dépendre énormément d'autres éléments. Il faut vraiment que tu puisses la tester ou la démarrer un petit peu quand on a envie. Il ne faut pas que ta tâche soit bloquée par une autre. Sinon, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est pas celle-là que tu dois démarrer avant, c'est l'autre. Une fois que l'autre est fini, tu peux démarrer celle-ci. C'est dans ce sens-là indépendant. C'est pas en fonction de la taille ou autre des projets, c'est qu'elle ne dépend pas d'autres user stories. Ok, merci. Y a-t-il d'autres questions? Bon, bah écoute, merci beaucoup.